Les enfants te chantent, dépouillés de ceux qui ne parlent, invités à conquérir l'essentiel. Tu es une lampe sur nos pas, une lumière sur nos routes. Institut des philosophies, Saint Joseph Mukasa, quelle gloire aujourd'hui, tes enfants te chantent, dépouillés de ceux qui invité à conquérir l'essentiel. Tu es une lampe sur nos pas, une lumière sur nos routes. Dans les mondes dans les esprits Be
bonsoir à tous et à toutes. Voilà, nous disons merci spécialement à mademoiselle Natacha, qui est justement présente au milieu de nous, enseignante de philosophie, ancienne étudiante à l'UQAP, et elle sort de là avec un master en éthique et en philo-politique, et elle nous place justement de sa présence ce soir, pour justement s'offrir aussi au jeu, s'offrir justement à cette séance épistémique. Alors, sans toutefois tarder, le thème de notre journée porte justement sur la complexité de la vérité et de la morale aujourd'hui. Et nous sommes très heureux de voir que ce soir, 4 grands panélistes vont se présenter devant nous, à l'instar premièrement du modérateur que vous connaissez bien déjà, notre cher frère, confrère, le frère Manga Laurent, étudiant en philo 2 à l'Institut Saint-Joseph de Cassa. Nous appellerons aussi ensuite notre frère le qui va nous offrir justement ce repas épistémologique. Donc, cela, je nous invite donc à nous disposer les uns les autres et à nous poser justement à cette grande réflexion. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. En présentant mes civilités, je voudrais rappeler que normalement nous devions commencer à 15 heures juste, mais le temps nous tient à la gorge. Donc, aujourd'hui, comme l'a si bien dit le présentateur, nos braves frères et co-pamatins, c'est une expérience, la première. Il y a toujours une première fois à tout. Et il s'agit en quelque sorte de la disputation que nous connaissons tous, qui était une méthode d'enseignement au Moyen-Âge après le Colbert, qui consistait au commentaire, mais avec la disputation, il y avait vraiment confrontation des idées. Et aujourd'hui, loin d'être un combat, ça reste un débat. C'est pour cela, pour le premier tour, voici comment est-ce qu'on va procéder. Il y aura des questions peut-être préparées et spontanées qui seront proposées aux différents panélistes, et après un moment, nous prendrons des réactions dans la foule. 2 à 3 réactions. Et sans toutefois tarder, le modérateur du jour a déjà embrayé en présentant certains panélistes, et je voudrais souhaiter la bienvenue à tous et dire merci pour la disponibilité, l'engagement et la volonté. Donc je laisse d'abord chaque panéliste en 5 secondes pour se présenter son nom, sa communauté, sa classe et s'il y a autre chose. Je commence justement par ma gauche. Bonsoir à tous. Moi, c'est le frère Eric Aboudi, marraine de l'Immaculée Conception en 3e année de philosophie. Bonsoir à tous. Pour ma part, je m'appelle Borwatia Prador, étudiant lazariste en première année. Bonsoir, chers camarades. Bonsoir. Moi, c'est le frère Hamza Philippe, parleur de 2e année philo. Après cette présentation, nous voulons rappeler que le thème qui sera l'épicentre de nos réflexions et de notre débat est intitulé, je le rappelle, la complexité de la vérité et de la morale aujourd'hui. J'aurais bien aimé d'abord donner pourquoi le choix du thème, mais je préfère que nous entrions déjà dans le vif du sujet. Et pour commencer, nous allons commencer avec, excusez la méthodologie, une détermination épistémologique conceptuelle, comme le dit souvent le professeur Bougongo, qui consiste juste à un premier pas pour clarifier les différents concepts. Dans notre thème, nous avons justement 3 concepts, si je peux le dire, 2 concepts figés, si je me permets de le dire, la vérité et la morale, mais il y a aussi la complexité, il faut partir de là. C'est pour cela que je vais d'abord donner la parole à ma droite, au frère Hamga Philippe, ce brave paladin, pour essayer de nous donner en quelques secondes sa compréhension du concept de complexité. Pourquoi on dit une chose qu'elle est complexe? Frère Philippe, vous avez la parole. Merci Maman pour la parole. Pour ma part, quand on parle de complexité, c'est un peu pour
pour montrer les différentes tendances qui tournent autour d'un concept. Et ces tendances n'arrivent pas à s'entendre, vu toujours le débat qui est toujours à l'écran et qui est toujours sans cesse continuel. La complexité vient de la non-entente des différentes parties prenantes au sujet d'une thématique ou au sujet d'un thème. C'est un peu comme ça que moi je comprends cette notion. Ok, le frère Philippe vient de nous faire comprendre que la complexité, c'est justement les différentes ramifications qu'un sujet peut avoir. Mais nous ne pouvons pas nous contenter d'une idée unique. C'est pour cela que je donne la parole à ma gauche au frère Eric pour nous dire pour sa part ce qu'il entend par complexité. Frère, vous avez la parole. Merci. Moi, je pourrais comprendre le thème de complexité comme quelque chose qui est un peu, bon, je vais dire, plus difficile dans la compréhension et qui marque ces deux pôles, qui contient des pôles différents et qui rend un peu difficile la compréhension d'un concept, d'un thème ou d'un sujet. Merci pour cette contribution. Si nous pouvons le dire pour le frère Philippe, la complexité revient justement à cette ramification. Et par exemple, Descartes, dans le deuxième discours de la méthode, lorsqu'il donne les règles de la méthode, parle de l'analyse, c'est-à-dire on découpe la difficulté en plusieurs parties selon la compréhension de Philippe, mais un ajout nous vient de la part d'Éric qui nous fait voir là nos passages justement de cette aporie, savant que l'aporie c'est la difficulté. Et cela m'amène à poser la question à notre frère de première année qui représente valablement cette classe, de nous dire au vu de ces deux conceptions, est-ce que vous épousez les deux conceptions ou bien vous avez une touche particulière à apporter concernant la détermination épistémologique des concepts de complexité? Frère, vous avez la parole. Bon, pour ma part, ce que je peux ajouter à ce concept de complexité, je peux juste dire que ça peut être une idée ou quelque chose, certes difficile à comprendre, mais que l'on peut arriver à une certaine compréhension qui peut être acceptée par tous, ou bien qui peut être envisagée comme vérité. C'est un peu ce que je peux ajouter. Ok, merci frère. Et là, ça laisse plusieurs questions. La difficulté serait-il synonyme de la complication? Question en suspens. Nous allons passer maintenant aux deux concepts, notions qui nous rassemblent ici. Et nous allons aborder, entreprendre une approche historico-philosophique. C'est-à-dire, avant l'approche historico-philosophique, nous allons faire ce qu'on appelle l'épistémologie, l'étymologie des termes. C'est ça même qui donne la détermination première du concept avant de nous lancer dans la sémantique qui englobe les différents sens que l'on peut avoir. C'est pour cela que je passe la parole au frère de la première année toujours, le frère Igor, pour nous donner le sens étymologique, que nous donner le sens étymologique du concept moral. Vous avez la parole. Étymologiquement, le terme moral vient du latin mors, qui peut signifier soit au niveau collectif des coutumes, des habitudes ou des institutions, et à usage individuel qui peut signifier un caractère, une manière de penser ou une disposition intérieure. Mais le terme moral se rapproche aussi, on le confond très souvent, ou on peut l'associer au terme éthique qui vient de ethos et qui a les mêmes définitions avec le terme moral. Mais dans la pratique, on dira que la morale, elle est plus énoncée et l'éthique, à son tour, est plus pratique. Mais ils ont la même signification dans leur étymologie. Et la différence est que dans ethos, on aura deux distinctions. On aura un ethos écrit avec un E long qui va signifier une conviction
et ethos avec un eco appelé epsilon qui va signifier plutôt un suivisme. C'est un peu ce que je vois. J'ai peur de mal résumer, mais si je comprends bien pour le frère, pour définir la morale, il faut partir de l'étymologie du mot éthique parce que le mot moral du latin mos, ou bien de l'adjectif moralis, émanerait du substantif grec ethos. Il essaye dans sa prise de parole de différencier le ethos état et le ethos epsilon. Justement, pour progresser dans la compréhension, nous allons passer la parole au frère Philippe Amga pour davantage nous éclaircir à ce propos. Frère, vous avez la parole. Comme le frère Yvon l'a si bien entamé, le terme moraliste, ou bien à la terme moraliste de l'adjectif, renvoie toujours aux mœurs, c'est-à-dire cet ensemble de coutumes et de façons d'agir différentes et propres à chaque culture et à chaque peuple. En faisant la distinction entre les deux définitions de éthique, c'est-à-dire état et epsilon, il a mis en lumière deux grandes notions, à savoir les mœurs faites par suivisme et les mœurs faites par conviction et par, je peux dire cela, par conviction et par authentification de sa parole. Pour ma part, en envoyant sur sa définition, le terme moral renvoie aux mœurs, comme je l'ai si bien dit, et cela comporte les comportements et les pratiques propres à un groupe social et aussi propres à certaines individualités, surtout que nous voyons que la majorité des pratiques des mœurs ne sont pas aussi communautaires que nous le voyons. Il y a aussi un peu d'individualisme dans cela. Ok, nous remercions le frère dans une tentative de récapitulation de ce qui vient d'être dit. Les frères veulent montrer que étymologiquement, ethos va se subdiviser en deux mots pour l'histoire. Le ethos avec état et le ethos epsilon. Sauf qu'il faut retenir qu'à la base, que ce soit mos, que ce soit ethos, il s'agit, comme le frère vient de le souligner, des habitudes, des us et des coutumes. Et maintenant, ça peut s'agir au niveau personnel ou au niveau collectif, sauf que la signification du contenu ou bien le contenu va différencier à partir du moment où un ethos va justement consister à la perte de l'adhésion d'une personne à une norme, tandis que l'autre serait comme un suivisme donné, si je peux l'appeler comme ça. Mais après cette détermination, et cette détermination épistémologique, étymologiquement parlant, il faut donc trouver une définition à la morale. C'est pour cela que je passe, vu le bagage intellectuel, je passe la parole au frère Eric pour essayer de nous donner comme une définition standard, si c'est possible, de ce qu'on entend par morale. Frère, vous avez la parole. Ok, merci. Bon, s'il faudrait d'abord commencer, nous souhaitons trouver une définition assez standard de la morale. Mais on pourrait définir la morale partant déjà de son étymologie, comme il a souligné. Je sais qu'il faudrait encore rappeler au niveau de l'étymologie. On s'est dit que ça vient du latin mors. Plutôt, ça vient du latin mores, qui découle aussi du grec mors. Et mors aussi peut signifier ethos. Donc, c'est un peu cela. Et on peut donc dire que la morale peut donc se définir comme l'ensemble des habitudes et coutumes qui régissent les agirs des individus dans la société. Comme définition standard, je considère que c'est la définition du frère vue pas l'omission, mais l'appropriation de la définition, c'est-à-dire ensemble des us et coutumes qui sont en vigueur dans une société donnée. Mais est-ce que, frère, vous pouvez nous donner dans votre parcours, est-ce qu'il vous est arrivé que la définition de la morale selon un auteur ait attiré votre attention? Si oui, lequel? Et sinon, pourquoi? Bon, je vais partir peut-être d'une définition assez, je peux dire, basique
définition de l'échappe, mais elle définit la morale comme étant l'ensemble des coutumes. Les coutumes et les habitudes qui régissent dans l'agir d'un individu dans la société. Et je pense qu'il n'a pas pu garder aussi cela vu la complexité de son nom. Mais c'est une Allemande. Pas Anna Arendt, mais Anna et la bon, Anna Arendt, je pense, définit. Ok, nous remercions nos frères. Je pense que état humain, la mémoire nous dit tout. Mais nous ne décrivons pas. Mais la mémoire nous dit tout, ça peut arriver, mais nous voyons l'idée. Et nous allons prolonger, nous allons continuer avec la même préoccupation parce que lorsque l'on s'engage à philosopher, puisque nous ne sommes pas les premiers, il faut bien s'y approcher sur un auteur qui a fait du chemin. C'est pour cela que nous cherchons un auteur du domaine qui aurait défini, selon lui, le concept moral. Comme ça nous permettra de confronter cette définition avec d'autres. C'est pour cela que je repasse la parole de mon frère Igor pour essayer de nous dire, c'est votre première année ici à l'Institut, mais avec votre parcours, avec le grand prof Ethos, quand on a surnommé déjà Ethos, est-ce que dans son cours, il y a eu la définition de l'auteur qui a retenu votre attention? Oui, je crois que mon confrère voulait parler de Anne-Marie et c'est aussi de elle que je pourrais donner une définition de la morale. Pour elle, elle voit la morale comme non seulement un ensemble de coutumes et des règles qui se veut obligatoire par tous parce que supposé être connu et voulu par tous, que cette coutume ou même cet ensemble de règles, ce système de règles se veut aussi vrai, applicable par tous et dans un esprit de liberté, que cela soit un peu comme un droit et un devoir aussi pour chaque individu, donc qui consent à ces règles-là de les obéir. Merci. Ok, si nous comprenons bien le frère, nous remarquons qu'il est déjà en train de mettre en exergue la signification d'un type d'éthos. C'est-à-dire, il y a la conviction, en s'appuyant sur Anne-Marie Piper, je pense, qui justement définit comme l'ensemble de coutumes, qui est universel. Pourquoi? Parce que ça a été proposé au préalable et tout le monde l'aurait accepté librement. Et je passe la parole au frère Philippe, peut-être qu'il aurait un autre très intéressant, surtout qu'ayant déjà fait un cours sur la philosophie morale, nous passons la parole au frère. Je vais être prêt, ne pas m'emmêler les pinceaux, vraiment, je n'ai pas regardé une définition propre à un auteur, puisque c'est chaque auteur qui fait sa définition en fonction de la définition de base. Mais au bout des choses, nous voyons qu'ils disent presque tous la même chose. Il y aura toujours des thèmes et des concepts phares. Bon, ce n'est pas pour justifier ou pour me cacher derrière quelque chose, mais c'est pour dire que je me suis juste limité à cette définition qui pour moi peut être universelle de la morale pour cheminer avec celle-là. C'est pour ça que je n'ai pas un peu vu la nécessité de m'approprier cette définition propre de ce texte. Le frère fait preuve du saber à autre, c'est-à-dire ose penser par toi-même. Qu'est-ce que les lumières déclarent? Il dit qu'au regard des définitions des différents auteurs, il y a comme un dénominateur commun, c'est-à-dire par là différent, ils disent quand même la même chose. Et c'est la raison pour laquelle, pour lui, se figer sur un auteur, bon, c'est une entreprise un peu périlleuse et dans laquelle, en se lançant, il faut partir avec tact. Mais nous allons revenir avec le frère Philippe en posant la question pour rebondir si
il y a un dénominateur commun dans les définitions des différents auteurs. À vous, comment est-ce que vous pouvez reformuler au regard des définitions de ces auteurs la morale pour vous, maintenant comme une réappropriation et une compréhension? Vous avez la parole. Et merci de me redonner la parole. Comme dénominateur commun propre à chaque auteur, je peux voir qu'il y aura toujours le concept de comportement, concept de us et coutume, et un peu le concept d'universalisation. Parce que ce qui est sûr, la morale d'une communauté vient d'un consensus fait entre les membres. Et je pense, avec la définition que le frère Igor a donnée, il y avait un processus d'universalisation de la morale pour que tout le monde puisse adhérer à celle-ci du fait de l'appartenance à la communauté. Partant de cela, je peux dire que pour moi, la morale, c'est l'ensemble des comportements et de l'agir d'une personne en communauté. Merci. Ok, merci beaucoup. Juste encore pour rajouter notre mémoire, si j'ai bonne mémoire justement, en première année, le père Ethos, permettez-moi de l'appeler comme ça, avait évoqué un deuxième auteur, si je ne me trompe pas, et selon lui, il considérait la morale premièrement comme un système. Et je voudrais revenir avec le frère Igor pour dire pourquoi considérer la morale comme un système. Morale, système. Après, il vient un système de normes, tout ça, qui complète la définition de Anne-Marie Piffer. Selon vous, pourquoi définir morale comme système? Quelle compréhension nous pouvons avoir de cela? Bon, je peux comprendre cela de cette façon. Il parle de système parce que d'abord, il y a une pluralité de morale en fonction des individus. Il faut bien donc faire la différence, savoir quelle est par exemple la morale de telle personne, quelle peut être la morale d'une autre personne ou d'une tierce personne encore, et donc voir en fonction de ces différents éléments ressortir les éléments communs. C'est pourquoi il a un peu essayé de regrouper ces différents éléments-là en normes pour construire tout un système qui est constitué de plusieurs choses à l'intérieur, si je peux le dire. Ok, nous allons nous contenter de cette tentative de définition, de détermination et épistémologique du concept moral. Sauf que pour mieux aborder la difficulté, je trouve intéressant de faire un parcours historique. Commençons avec la période antique. Frère Éric, à la période antique, nous savons que dans la philosophie morale, il y a trois grandes orientations que je vous laisse la latitude de donner avant d'embrayer sur la question qui vous est posée. Après cela, est-ce que dans l'Antiquité, il y a eu des penseurs ténors qui auraient convergé sur la question et quelle en était la détermination épistémologique? Vous avez la parole. Ok, merci. Partant d'abord des grandes déterminations pour élucider le acteur un peu, les élèves vont plutôt parler en quelque sorte de Dieu d'abord. Généralement, on va dire il y avait celles qui étaient objectives et celles qui étaient subjectives. Objectives et subjectives dans la mesure où, lorsqu'on parle de morale comme ensemble de coutumes et de us qui caractérisent l'individu à la communauté, on peut se retrouver dans un sens pluriel qui est objectif, c'est-à-dire une morale en un moment universel, et on peut se retrouver dans un sens subjectif, particulier à une figure donnée, un peu plus donnée. Maintenant, parlant donc des auteurs qui se sont prononcés, on peut faire allusion ici à Aristote, avec son célèbre livre L'éthique à l'Icoma, où il veut parler donc de cette morale-là. L'éthique à l'Icoma, où il veut parler de cette morale. On peut donc avoir ces différentes orientations qui peuvent être l'idéologie sur qui vient un peu plus après, le conséquentialisme, l'éthique de la vertu et le contractualisme. Ok, merci, mais pour
des esprits un peu affectés, nous voudrions par ordre, si je peux utiliser le mot, d'arrivée ou bien d'avènement, des orientations. Nous sommes partis avec une orientation et cette orientation s'est muée en quelle orientation? Pourquoi aujourd'hui on parle de quoi? Des orientations de la philosophie morale. C'est-à-dire, vous venez d'un pays avec Aristote, mais il est dans quelle orientation et quel est le contenu de sa conception morale? Avec Aristote, on va parler de l'éthique de la vertu. Il parle de l'éthique de la vertu et il estime la vertu au-dessus de tout sentiment moral. Il suit même par quelque sorte de la vertu et c'est une exaltation de la vertu en quelque sorte. Le courage, la piété et tout ce qui va avec. Et c'est de là aussi que les autres conceptions qu'on aura avec le temps. Le contractualisme, on va beaucoup plus se voir selon ce point principe moraux et d'un contrat social. Et ce sera ce qui sera beaucoup plus développé avec Jean-Jacques Rousseau. Ok, nous voulons évoluer de manière hypothétique, c'est-à-dire aller progressivement. Je vais revenir avec le frère Philippe. Nous sommes à la période antique avec des géants. Il a évoqué Aristote et comme premier gène, il disait on agit moralement, on agit de manière vertueuse, mais on pouvait comprendre davantage en quoi consiste l'orientation morale du courant qu'il a appelé, c'est-à-dire qui réside dans la morale et démoniste qui est la première orientation. Vous avez la parole. Merci de me donner encore la parole. Pour moi, avec Aristote, l'acte moral se définit en fonction de sa finalité. Pour lui, l'agir moral prend sens dans la fin de l'acte. Et on va parler d'une orientation téléologique. Pour Aristote, tous les actes moraux doivent viser la recherche du souverain bien. Ce souverain bien qu'un penseur appellera la béatitude ou bien Dieu après. Pour Aristote, la morale ou bien l'agir moral, ce n'est pas, si je peux le dire, ce n'est pas l'acte en lui-même, mais c'est la finalité que cet acte, une fois posé, va donner. Donc, l'acte doit viser une bonne fin, et cette fin n'est nulle autre que le souverain bien. Merci pour cet apport et ça nous apporte un plus parce que nous allons justement voir que le concept téléologique va être transversal dans la philosophie d'Aristote, même lorsqu'il posera sa quadripolarité étiologique, c'est-à-dire des causes. Il parlera justement de la cause téléologique et vient très bien de l'expliquer, c'est-à-dire qu'avec Aristote, l'acte est moral en fonction de sa finalité télos. La finalité. Je voudrais revenir avec le frère Igor pour donner son point de vue sur cette première orientation. Selon vous, est-ce que vous avez une idée ou un plus à apporter sur ce qui vient d'être dit avant de passer à la deuxième orientation? Ok, pour cette première orientation, au niveau de la théologie, comme il le disait, cela vise la fin visée ou encore, on peut dire, l'intention. De ce que je peux ajouter, c'est que, comme faisant partie d'une des notions pour justifier un agir moral, cela n'est pas total en soi. On ne va pas juger un acte moral simplement par sa fin visée. Et on aura l'habitude de dire la fin ne justifie pas les moyens. C'est justement à cause de cela ici. C'est vrai que nous nous efforçons dans la compréhension, mais si je vous saisis bien, ok, nous allons passer justement aux deux autres, parce que notre thème, il y a aussi la vérité dedans, et nous allons voir vérité comme valeur morale, ou nous allons aussi aborder l'Église comme institution morale. La route est encore longue un peu plus en perspective. Le frère Philippe, nous revenons avec vous. Si la première orientation des démonistes, qui est téléologique, on définit l'acte moral en fonction de l'utilité,
Les deux autres orientations sont telles. Qu'est-ce que vous pouvez dire de manière panoramique? Vous avez la parole. De manière panoramique, après la morale économique, nous aurons la morale déontologique. Celle-là discutait la morale comme une question de devoir et de règles. Elle accorde une priorité au devoir et à toute autre conception, le bien, le bien-être ou bien le télos. Ici, là, avec la morale déontologique, nous allons passer du jeu pour le nous, car ce n'est plus une conception individualiste de la morale, mais plutôt une conception communautaire qui inclut le vivre ensemble. Avec le déontologisme, surtout avec Emmanuel Kant, nous allons voir que le devoir est au centre de tout. Nous devons toujours agir par devoir et veiller à ce que tous nos actes que nous allons poser soient acceptables par tout le monde et puissent être érigés en normes universelles. Ici, là, l'autre ne sera plus vu comme un moyen, mais comme une fin. La morale déontologique vise le rapport avec l'autre. Mon agir doit être en parfaite concordance avec l'autre. Merci au frère Philippe. Comme je l'ai souligné, nous voulons évoluer de manière chronologique chrétienne, c'est-à-dire comme le temps, les heures mangent des minutes, le temps mange des heures et des jours. Nous voulons progresser de manière chronologique. Frère Philippe, avant, je vais revenir avec le frère Élie, avant l'orientation déontologique, il y a quand même une orientation à prendre aussi au sérieux. Frère Élie, je pense que lorsque on parle de l'orientation utilitariste, ça peut vous dire quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme vous avez dit, ça marque aussi les différents termes de la morale et l'utilitarisme avec surtout qui parle de la morale avec Jérémie Lemtam, qui conçoit le fait de le plus grand bien pour le plus grand nombre. C'est donc une morale qui pense que tout ce qui peut être comme qui peut en faire le bien pour le plus grand nombre doit être sacrifié en quelque sorte. On doit sacrifier ce qui peut empêcher que le grand nombre ait le bonheur qu'ils attendent. Ok, nous allons résumer de manière panoramique et récapitulative afin d'aborder un peu le deuxième concept. Mais avant d'aborder le deuxième concept, nous allons prendre deux actualisations de la foule. Nous venons de parler des trois grandes orientations de la philosophie morale, où on a commencé par l'orientation démoniste qui est idéologique, c'est-à-dire l'acte moral est en fait défini en fonction de la visée. Et à la période antique, justement, ce qui est visé, c'est le bonheur. C'est pour cela qu'on appelle idémonia, la morale démoniste. Le bonheur qui est donc défini selon les auteurs. Par exemple, Platon le définira comme l'idée du bien. Et Aristote, c'est le souverain bien. Saint Thomas d'Aquin va appeler ça la béatitude pour amener à Dieu plus tard. Ça nous a permis de tomber dans la deuxième orientation qui est utilitariste, justement avec Bentham, John Stuart Mill, où justement l'acte moral est défini en fonction de l'utilité. D'ailleurs, lorsque nous faisions ce cours en deuxième année, le professeur nous a fait comprendre que l'Église catholique n'épouse pas cette orientation morale parce qu'il y aurait un pacte sacrificiel, à peu près comme des enseignements acrobatiques qu'entretenait Aristote. La troisième orientation déontologique que le frère a bien expliqué, je ne veux pas revenir dessus, où l'acte moral est justement défini par rapport au devoir. Je voudrais vous donner la parole de la troisième version pour une contribution ou une question. J'ai pris le frère Martin pour prendre le micro et donner la parole à qui veut la prendre. Soyez précis, concis, pas plus d'1 minute. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. J'aimerais savoir comment ou alors quelle proposition pouvez-vous donner pour la gestion des conflits moraux, comment gérer le conflit moral
peut exister entre la morale individuelle et la morale collective en contexte de formation religieuse. Merci déjà pour le travail là-dessus. Alors, j'aimerais revenir sur les différentes définitions évoquées ou bien convoquées par les confrères. Si selon Anne-Marie Piffer, la morale renvoie à un ensemble de coutumes, coutumes universelles. Et alors, quand quelque chose se dirige à l'ordre universel, on voit dans la norme. Et alors, si je peux revenir que la morale, c'est la norme, comment la morale, en tant que norme, pourrait être éthique? Et si la morale, en tant que norme, est éthique, peut-on vivre dans une société ou dans une communauté sans éthique, mais avec la morale? Est-ce qu'il y a une autre intervention? Il y a la sœur qui voudrait. Et nous disons bienvenue à notre chef doyen pour faire valider. Ok, vous écoutons. S'il vous plaît. Bonsoir. Je vais revenir au niveau étymologique avant de l'orientation historico-conceptuelle que vous avez abordée. Micro. Je vais revenir au niveau étymologique. Lorsque nous parlons du moral, au départ, comme les confrères ont si bien dit, on voit les mœurs, on voit les coutumes. Il faudrait d'abord commencer par... Merci de nous aider à travailler, s'il vous plaît. Il faudrait d'abord commencer par les règles et les lois, parce que c'est la base. Il faudrait d'abord établir un certain nombre de règles et de lois pour parler de communauté ou encore d'individualité. Et aussi, j'ai un souci. Pourquoi avoir commencé par Aristote, tout en sachant que lorsqu'on parle de morale, on commence par le père de la philosophie qui est Socrate, et qui nous parle de la morale ici comme une vertu. Parce que si nous arrivons à Aristote, pour arriver à Aristote, il faut d'abord comprendre Socrate. Et il y a trois volets que Socrate a eu à aborder lorsqu'il présentait sa morale publique. Je pense que la morale distributive, commutative et la plus dernière que je vous maîtrise trop. Pourquoi n'avoir pas abordé ce point-là et retomber directement à ce que vous avez appelé l'éthique de la vertu? Merci pour toute cette contribution. Nous allons donner, heureusement, il y a trois questions. Nous allons faire le tour du plateau en demandant à mon frère Eric concernant la première question que j'ai reçue. Quelles propositions pourront nous fournir concernant les conflits moraux, c'est-à-dire moraux qui peut être individuel, collectif, en contexte de la formation religieuse? Vous avez la parole. Ok, merci. Je vais d'abord commencer par noter que j'avais déjà signalé qu'il y avait aussi ce plan objectif et ce plan subjectif. Ce qui fait qu'on peut se retrouver, par exemple, on va prendre le cas de cette salle de classe, avec des gens qui sortent des horizons divers. Sortant dans des horizons divers, comment vivre ensemble, comment établir maintenant le fait que la norme devienne éthique. Tout en sachant que l'éthique, le plan idéal peut être défini comme une manière de vivre en société. Et pourrait-on parler ici de la convention? Il faudrait qu'on arrive à une certaine convention et les scientifiques
dans leurs multiples recherches, vont aussi parler de ce deuxième point-là, qui est le consensus. Pouvoir arriver à une convention et un consensus pour atteindre, pour quitter des valeurs individuelles, des valeurs morales individuelles pour des valeurs morales collectives. Donc je pense que c'est ce que je veux dire à ce sujet. Ok, merci pour la réaction. S'il y aurait une intervention pour amplifier davantage l'explication, ce serait bienvenu. Ok, je vous accorde. Okay. Et si je pourrais encore ajouter, je vais parler du raisonnement. Là, il faudrait maintenant qu'on essaye de passer par le crible de la raison nos acquis. Passer par le crible de la raison nos acquis, que l'on va maintenant établir en consensus ou en convention. Ok, si je retiens quelque chose, je ne suis pas autorisé à donner une position personnelle, mais en contexte de la formation religieuse, lorsqu'on dit on donne certainement des règlements, et c'est à nous d'adopter le méthode, est-ce qu'on adhère? Si on adhère, alors le Rousseau aura raison, l'obéissance à la loi que je me suis prescrit deviendrait liberté, et je ne vois pas où le conflit devrait venir, ou bien nous allons rentrer avec Habermas, où justement on va avoir le conflit entre les raisons internes et la nécessité pratique. Donc je pense que c'est un problème de décision dans la vie pour moi. Nous passons à la deuxième question avec le frère Philippe. Elle dit quelque chose de la différence, en partant des différentes définitions, comment morale en tant que norme peut être dit. Je vous passe la parole. Merci pour la parole donnée. Je pense que quand le frère Igor a fait une définition étymologique des termes moral et éthique, il a souligné que dans un certain sens, ces termes sont presque similaires. Et parfois, la séparation vient au niveau de la systématisation, parce que nous voyons que la norme devient le sous-ensemble de l'éthique qui est un grand ensemble, car la morale, pardon, devient le sous-ensemble de l'éthique qui est un grand ensemble. L'éthique étudie ces normes. Pour ma part, on ne peut pas séparer les termes éthique et morale, malgré le fait qu'on accorde à la morale une connotation de norme, comme le frère Éric l'a si bien dit, et comme l'invité, l'a souligné, c'est que avant de parler de communauté, ou il y a d'abord des règles. Et les règles sont en fait des normes que nous nous donnons pour la bonne marche de la communauté. Et dit qu'on peut séparer éthique et morale du point de vue des normes. Je pense que pour ma part, ce n'est pas possible. Parce que les deux vont ensemble. L'éthique étudiera toujours ce grand ensemble, et toutes les normes en société passeront toujours sur le crible d'une éthique particulière. Merci. Ok, la troisième question m'intrigue un peu. Pourquoi, en tant qu'Africain, poser la question pourquoi partir d'Aristote alors que son maître, d'abord Socrate avait embrayé cette question? Pourquoi ça m'intrigue? Parce que sinon nous irons à l'infini de l'analyse, même si je ne comprends pas. Sinon, nous devons rentrer à l'Égypte. Vu que celui avec qui nous disions que la philosophie aurait commencé, c'est clair dans sa biographie reconnue par tous qu'il aurait étudié là-bas. Mais puisque c'est le frère qui a commencé avec Aristote, peut-être il y a une raison à cela. C'est pour cela que je lui passe la parole pour nous dire est-ce que c'était une mission volontaire ou il y a une raison particulière? En fait, la mission n'a pas été assez. C'était une mission plutôt volontaire, puisque j'ai bien voulu laisser de côté pour parler beaucoup plus d'Aristote dans son sens assez réaliste. Ok, le frère, c'est là qui réalise une plus d'explications. Réaliste, c'est-à-dire qu'il parle des faits, et les faits existants que l'on peut démontrer dans la société, dans le vécu quotidien. Quand il parle par exemple de l'éthique de la vertu, le courage et la vaillance, la piété, on connaît que ce sont des choses qu'on vit généralement.
Merci au frère l'orianisme aristotélicien. Cela nous permet de bondir sur le deuxième concept. Le deuxième concept, c'est la vérité. La vérité. Je vais faire un tour pour que chaque panéliste nous dise. Nous n'allons plus procéder de manière historico-conceptuelle ou bien étymologique. De manière résumée, qu'est-ce que la vérité? Quelle détermination épistémologique chargée ce mot? Avec quelle détermination? Je commence par ma droite avec le frère et donc vous avez la parole. Parlant de la vérité, je vais commencer par le concept de connaissance. On va essayer de définir une connaissance comme une phrase ou une idée définie par Platon qui remplit 3 conditions. La première, qui est une croyance. La seconde est que cette croyance doit être vraie. Et la troisième est que la personne qui se dit, la personne qui dit obtenir cette connaissance-là doit elle-même pouvoir justifier pourquoi elle dit que cette connaissance est vraie. On va avoir là le lien entre la vérité et la connaissance. On va dire que le vrai est une condition pour la connaissance. Et la notion de vérité, elle est un peu difficile à comprendre dans ce sens que il existe plusieurs théories de cette vérité-là. Pour citer quelques-unes, on va parler de... Merci au Frégo, mais est-ce que vous pouvez nous donner, au vu de tout cela, une définition qui balaie ce bagage que vous avez de la notion de vérité? Une définition selon quelle est l'idée? Qu'est-ce qu'il faut? Avec quelle sémantique peut-on charger le terme de vérité en dehors de son étymologie latine veritas? Merci. Bon, je pourrais simplement dire que la vérité est une correspondance entre ce qu'on pense avec le réel. On va appeler ça adéquation entre ce que je dis et ce que je fais. Cela doit correspondre. Donc, d'un point de vue, je peux voir la vérité là d'un point de vue. Ok, frère, est-ce que cette acception, au cours de l'histoire, il n'y aurait pas un père de la conception de cette notion de telle manière que vous la définissiez comme adéquation entre ce qui est dit et ce qui est? Est-ce qu'on n'attribuerait pas, par exemple, cette paternité de la définition à un auteur quelconque? Je pense à Aristote. Ok, merci d'avoir cité. Ça prouve aussi cette unité intellectuelle pour montrer que Willem l'a dit, et il y a rien de nouveau sous le soleil. Mais nous continuons avec le tour de la table. À ma gauche, le frère Eric, quelle est votre conception de la vérité? Vous avez 2 minutes. Partant d'abord de son acception étymologique, on va dire que la vérité vient du latin veritas, qui dérive aussi du grec aletheia. C'est un peu traduit par la langue oubli. Et pour ce qui concerne une définition, on pourrait dire que plusieurs auteurs se prononcent sur cela et donnent plusieurs définitions. On va par exemple partir avec Spinoza dans son livre Les traités métaphysiques, qui peut parler de la naissance de l'expression du vrai et du faux. Il commence d'abord par dire que l'on dit de quelque chose qu'elle est vraie lorsqu'il y a concordance entre ce qui est dit et ce qui est prévu dans la réalité, la concrétude. Et on parle de quelque chose qu'elle est fausse lorsque cela est plutôt le contraire. Et je pourrais peut-être m'appesantir sur la définition puisqu'il a déjà cité Aristote, Thomas d'Aquin qui revient sur ça et qui définit donc la vérité comme l'adéquation entre ce qui est dit et ce qui est dans la réalité. Ok, frère Philippe, vu cette définition, aujourd'hui, est-ce que nous ne pouvons pas dire qu'il y a eu évolution de la conception du mot vérité ou bien de la notion vérité? Et selon vous, quelle est votre position
face à cela. Merci pour la question. Je pense qu'en ce qui concerne l'évolution de la notion de vérité aujourd'hui, je veux la lier cette évolution à l'évolution de la science. Arrivé à ce niveau avec la science, il n'est plus question de parler de vérité. Parce que nous voyons qu'avec le concept de vérité, il y a une certaine... les concepts sont... La réalité est figée, si je peux le dire ainsi, avec le concept de vérité. C'est pour ça qu'avec la science aujourd'hui, nous n'allons plus parler de vérité, mais plutôt de vrai. Pour signifier un peu ce dépassement. Le vrai aujourd'hui peut être faux demain, et le faux aujourd'hui pourra, avec beaucoup de dépassement, devenir vrai, si je peux le voir ainsi. Excusez frère Philippe, je ne vous coupe pas. Je vais revenir avec vous, frère. Donc, épousez-vous cette conception qu'aujourd'hui, normalement, nous ne devrions plus parler de la vérité si je résume bien le frère et du vrai. Et selon vous, comment est-ce que vous comprenez cela? Vous avez la parole. En 2-5 secondes. On pourrait toujours parler de vérité, mais dans la vérité, on va voir quelque chose d'absolu. Mais pour ne pas parler de vrai, je vais plutôt parler de la compréhension que nous avons exactement du terme vérité. On peut toujours parler de vérité, mais quand nous parlons de vérité, pour ma part, il faut juste situer le contexte, sa définition de vérité. Donc si j'échange avec quelqu'un, pour que l'on soit sur la même route, sur le même degré, il faut qu'il me dise pour lui qu'est-ce qu'il entend par vérité et pour moi qu'est-ce que j'entends par vérité. Parce que si au début on ne s'entend pas sur ce qu'est peut être cette vérité-là, on ne pourrait pas s'entendre. Ok, frère, ça veut dire que si je vous comprends bien, il ne s'agit plus de parler de vérité au singulier, mais au pluriel. Non. Je peux dire que la vérité, il y a une seule vérité. Laquelle? C'est donc cela le problème de la vérité, c'est que nous sommes encore en chemin, on cherche cette vérité-là. C'est que nous avons plusieurs routes à emprunter pour pouvoir déterminer cette vérité-là. Je trouve un peu de contradiction dans ma vision, parce que vous avez commencé dans une conception ésotéricienne de la vérité comme cette adéquation avec ce qui est dit et ce qui est. Mais lorsque vous dites que nous sommes encore en chemin et qu'il y aurait une vérité, nous voulons bien nous situer. Nous allons passer la parole après au frère Philippe, mais nous vous écoutons. Selon vous, une seule vérité, c'est-à-dire je ne pourrais poser totalement la définition d'Aristote parce que ce n'est pas. Non, vous rejetez? Non, ce n'est pas que je rejette, mais il y a des limites. Il y a des limites, d'accord. C'est pas tout ce qui est réel qui n'est pas vrai. Je sais en moi que je suis limité. Il y a des choses qui existent, mais dont j'ignore la connaissance. Par exemple, avant Newton, il y avait déjà la gravité. C'était une vérité avant qu'il la découvre. Donc, ce n'est pas parce que j'ignore quelque chose que cette chose-là n'existe pas. C'est pourquoi je trouve un peu cette limite-là à la définition d'Aristote. Ok, je pense qu'il fallait le souligner. Ça veut dire que la réalité, selon votre compréhension en épousant les auteurs, n'est pas seulement ce qui est sensible, c'est ça. Ok, nous revenons avec le frère Philippe dans la continuation de son discours. Comme je le disais, pour moi, avec l'évolution, nous ne pouvons plus parler de vérité, mais de vrai. Et c'est pour cela qu'il y a toujours cette complexité dans ce terme de vérité. Frère Philippe, le frère Igor dit que nous pouvons toujours parler de vérité. Et vous insistez en disant qu'il ne faut plus parler mais du vrai, en partant de l'évolution scientifique.
qu'est-ce que vous pouvez dire d'après la conception du frère Igor qui est situé à l'antipode de la vôtre, avant de continuer? Bon, je ne sais pas, mais peut-être le frère Igor a ses convictions. Mais alors, par ses propos, nous voyons que, comme vous l'avez si bien dit, il n'y a pas une vérité, mais c'est chacun qui a sa vérité, puisque pour lui, la vérité, c'est arriver à un consensus entre deux définitions de la vérité. Si deux personnes discutent, chacun aura sa définition de la vérité. Finalement, alors, qui dira la vérité? Mieux nous parlerons du vrai. Le vrai va laisser cette marge de possibilité que un est tort, l'autre est raison, pour mieux avancer. Ce qui est sûr, dire que quelque chose est vrai, ce n'est pas forcément dire qu'elle est absolue. Elle est changeable, elle est évolutionniste, donc elle peut changer dans le temps. C'est comme ça que moi je conçois ma position. Ok, nous allons passer la parole avant de revenir sur les commentaires de ce qui a été dit. Selon vous, améliorer la conception de la vie. Bon, pour moi, je partirai d'abord de manière assez chronologique, comme moi l'a revendiqué il y a quelques minutes, concernant le fait que je n'ai pas parlé de Platon. Je commencerai par Socrate cette fois-ci. Et dans l'un de ses dialogues, va parler de la vérité. Cela est rapporté par Platon, bien sûr. Alors, il va concevoir la vérité comme cette chose intrinsèque, cette vérité-là, intrinsèque aux choses qu'il va loger dans les idées. Et pour lui, dans cette mesure, la vérité devient objective et universelle. Suivant donc avec Aristote, qui a été l'un de ses élèves, on est toute cette histoire, lui va plutôt avoir une conception double de la vérité. Il va reparler de la vérité dans le sens de la vérité, c'est-à-dire la vérité des choses. C'est-à-dire ce qui est intrinsèquement aux choses, là il se réfère à son maître. Ensuite il va parler de la vérité des faits qui renvoie à la conformité de ce qui est dit et de ce qui est dans cette concordance-là. Merci, frère Eric. Mais pour contextualiser aujourd'hui comment est-ce que la notion de vérité est appréhendée, et j'aimerais en posant la deuxième question, est-ce qu'aujourd'hui on va parler de la vérité ou des vérités? Est-ce qu'aujourd'hui on va parler de la morale ou des morales? Alors j'aurais bien aimé continuer, mais puisque vous stoppez là, je vais d'abord commencer par dire que l'on pourrait parler de vérité et on pourrait parler des vérités. Allant dans le sens aristotélicien, qui reste encore l'actualité concernant la vérité intrinsèque des choses. Quel qu'en soit ce qu'on me dit, je sais que cette bouteille reste une bouteille. Mais on peut aussi parler des vérités. Lorsqu'on se retrouve dans la segmentation des vérités, on peut dire des recherches, et là c'est plutôt dans le domaine scientifique. À l'essence, on va avoir plusieurs conceptions des vérités. Et la vérité va donc prendre le sens pluriel, puisque là, elle va devenir quelque chose de subjectif. C'est chacun qui va s'exprimer sur sa conception de la vérité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit parler de la vérité. S'il y a la vérité, laquelle? S'il y a la morale, laquelle? C'est la question. Aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on peut encore parler de la vérité. La vérité. On peut encore parler de la vérité et des vérités. C'est ce qu'il est dans l'expliquant. On peut parler de la vérité dans la mesure où, lorsqu'on fait référence à la chose intrinsèquement même on peut dire l'être de la chose intrinsèquement liée à la chose. Ce qui fait qu'une chose soit, c'est qu'elle est conçue de manière universelle. Je ne peux pas, par exemple, même si on prend dit maintenant, la personne nous dit ça c'est une bouteille. Et il y a quelqu'un qui peut bien dire ça c'est un ballon. Et tous seront assez étonnés. Justement, c'est la complexité de la vérité et de la morale. Aujourd'hui, parce que nous remarquons, aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui unit encore objectivement les humains? Par exemple, si j'ai le cancer, j'ai guéri, pour moi c'est Jésus-Christ. Parce qu'on dit que je suis chrétien. Si c'est un musulman, c'est pas Jésus-Christ.
si c'est, je ne sais pas dans quelle autre religion, mais au vu de tout cela, je pose la question au frère Philippe, est-ce que le droit naturel reste le seul socle sur lequel nous pouvons dire qu'une vérité ou bien une morale est universelle, vu le libéralisme moral qui bat son plan pour le nihilisme et l'individualisme? Est-ce que le droit naturel pourrait être le seul socle sur lequel pourrait se passer ce qu'on va appeler la vérité? Après avoir défini le droit moral, bien sûr, vous avez la parole. Le droit naturel, s'il vous plaît. Oui, le droit naturel est l'ensemble des caractéristiques ou des propriétés naturellement propres à chaque être humain. À travers cela, ce sont des propriétés propres qui n'ont besoin d'aucun ajout ou d'aucun apport extérieur. L'homme est avec ces capacités-là. Vous avez parlé de l'universalisation des morales ou de la morale aujourd'hui. Je pense que dans un certain sens, cela peut être un projet très risqué. Parce que nous voyons que la morale, chaque société a sa morale. Mais hormis cela, à nous, basant sur les présupposés du droit naturel, comme vous l'avez si bien évoqué, il y aura toujours des conceptions universelles, que ce soit du côté de la morale ou du côté de la vérité. Par exemple, en ce qui concerne la morale, quelle que soit la société dans laquelle nous nous trouvons, il y aura toujours cette notion de compassion, cette notion de justice, qui sont presque des termes universalisables pour tout le monde. Et je pense que si nous apprenons sur cela, on peut parler d'une morale universelle. Surtout qu'il y a des idées qui sont universalisables, comme je viens de les citer, qui peuvent être propres à chaque société et communes à toutes les sociétés. Okay. La complexité demeure, parce que si l'on évoque par exemple la question de la justice, on va se rendre compte des expliquer, voilà Socrate dans les dialogues de Platon qui discute avec Casimir lui montre que qui prouve, qu'est-ce qui prouve que la justice est une valeur. Et c'est là, qu'est-ce qui prouve que c'est la vérité, qu'est-ce qui prouve que c'est une norme que tout le monde devrait suivre. Je pense que la question a traversé l'histoire. Les morales, les vérités ont été définies en fonction des paradigmes de l'histoire de la pensée. Cosmocentriquement parlant, l'homme définissait, on comprend la chose, l'équation entre ce qui est et ce que je vois. Je parle de la physique pour poser la métaphysique. Mais tout cela est défini par Dieu, par rapport à Dieu au Moyen-Âge. Et Dieu, aujourd'hui, pour les chrétiens, les apprentis chrétiens, est considéré souvent comme la vérité. Lui-même, il le dit, je suis la vérité. Bon, nous restons là, on ne commande pas. Et aujourd'hui, nous faisons face à ce qu'on appelle le libéralisme moral. C'est-à-dire, le fait a dit, si nous partons en héros, nous remarquons que les questions de messe, ça va s'indégaliser. Si nous venons en Afrique, abomination, nous on reste avec le Lévitique. Mais la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut encore nous unir en tant qu'humains? Et l'Église catholique romaine, comme toutes les autres églises dans le dialogue interreligieux, a un grand défi parce qu'il a une institution morale. Arrivé donc au terme, je voudrais passer la parole 1 minute à chaque panéliste, où je donne la parole à deux intervenants. Le temps nous tient 2 personnes, 2 réactions, et puis nous allons faire un dernier tour pour prendre les impressions des panélistes. Précis, concis, s'il vous plaît. Alors, c'est vrai, la question de la vérité demeure complexe. Comme le frère Défense dit, le rapport ou alors le rapport logique entre ce que je dis et ce qui est
Quand on parle de ce qui est là, il s'agit du réel, du palpable, du visible, du sensoriel à tous. Alors, la question s'articule complexe, de toute façon, on n'a pas le même discours. On n'a pas la même vision des choses, on n'a pas la même compréhension même. Lorsqu'on arrive au niveau rationnel, lorsque mon sens aperçoit, par exemple, une table, bon, ma raison peut décider de refuser que non, c'est pas une table. Et moi, je dis, c'est pas une table. Et je serai prêt à l'attribuer de haute voix et pas dire que non, il ne s'agit pas d'une table. Alors, la question devient complexe à ce niveau, parce que le discours n'est pas le même, le discours n'est pas... Si pas peut-être sortir pour moi avec une question qui n'est pas à répondre nécessairement, c'est de savoir est-ce que la vérité morale est dynamique ou évolutive? D'accord. Et si nous prenons une dernière réaction avant de conclure. Alors, merci pour la parole. Excusez-moi de rester. J'ai été coupé. Alors, je vais m'adresser à tout le panel. Bon, c'était peut-être pour modérateur qui n'a pas encore répondre pour demander ceci. Vous avez parlé de vérité de vrai. Et j'aimerais bien savoir, est-ce qu'on peut concevoir la notion de vrai sans toutefois passer par une construction, en fait, sans passer par un laboratoire, sans passer par une étude? Est-ce que le vrai vient ex nihilo? Est-ce qu'il n'est pas basé sur une construction? Merci. Ok, est-ce que le vrai vient d'ex nihilo? Faisons dernier tour de table, vous répondez très brièvement à la question et vous donnez vos impressions, chacun va avoir une minute. Nous commençons par le frère Philippe. Je ne vais pas jouer sur cette question, je vais juste dire non. Le vrai ne vient pas ex nihilo. En parlant du vrai ici, là, quand je l'ai évoqué, j'ai dit que cela ne fige pas la réalité comme la vérité. C'est pour dire qu'il y a un dynamisme. Et ce dynamisme passe par l'étude et par le laboratoire, comme vous l'avez si bien évoqué. Pour moi, le vrai ne vient pas ex nihilo, puisque c'est vrai que le vrai est parti, mais nous ne pouvons plus concevoir le monde d'une façon empiriste, c'est-à-dire ou bien positiviste. Voir la chose posée et toujours utiliser les sens. Le principe des certitudes aujourd'hui que nous présente la science montre que même si mes yeux me montrent que ça c'est de l'eau, tant que je ne suis pas passé par une expérience bien profonde, je ne peux pas déterminer que c'est de l'eau. Puisque parfois, je ne vous coupe pas vos impressions après cet exercice. Comment vous vous sentez et que pensez-vous? C'est juste de la satisfaction et remercier les organisateurs pour cela et encourager l'initiative car c'est une belle expérience et c'est aussi pour encourager tous ceux qui sont en face de nous de se proposer aussi car nous tous nous pouvons aussi apporter notre part à l'édifice. Merci. L'offert. Ok, pour essayer de répondre à sa question, de rien ne vient. On connaît bien cette citation-là, ex nihilo nihil. Je peux juste dire que la vérité n'est pas inventée, elle est découverte. On découvre la vérité. Et c'est pour essayer aussi faire égard pour dire que est-ce que la vérité est dynamique, est-ce qu'elle est changeable. Je peux dire que la vérité est dynamique. Aujourd'hui, on peut dire une vérité, mais demain, on peut trouver son contraire. C'est pourquoi elle évolue, on la recherche chaque jour. Cette affirmation est époustouflante et on découvre la vérité. Ok, vos impressions de faire après cet exercice. Un mot. Je rentre avec beaucoup de choses que personnellement j'ai cherché. Si le frère Mangan ne m'avait pas interpellé pour faire cela,
je crois qu'aujourd'hui, je serai un homme, quelqu'un de réduit, ignorant certaines choses. Donc, je remercie le frère Manga de m'avoir interpellé pour pouvoir faire des recherches, non seulement personnelles, qui vont beaucoup m'aider. Je vous en prie, je reste sur votre affirmation, la vérité est découverte. Il faut se rassurer que le courant constructiviste est d'accord avec vous. Il conçoit que c'est un construit, mais c'est étonnant. Question en suspens, une réponse et votre impression. Ok, je commencerai à répondre à votre question avec cette affirmation de Edmond Husserl qui dit toute connaissance est connaissance de quelque chose. Alors la vérité n'est pas ex nihilo, mais elle part d'une confusion. Je partirai avec la conception de Descartes. Descartes, lui, il stipule que l'on doit d'abord se dépouiller de tout ce qu'on a reçu comme bagage de manière antérieure et que l'on essaie de construire une vérité dont on pourrait être assez sûr. Frère Igor, il dit la vérité c'est un construit. C'est un construit à partir de Descartes. Vous continuez. Voilà. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je pourrais répondre. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur une vérité auquel Descartes parvient peut-être de son doute qui est méthodique, puisque vous l'écoutez? Le doute méthodique de Descartes permet d'abord de connaître d'abord le sujet de l'homme. Je pense dont je suis. Et la deuxième, c'est l'idée de Dieu. La question de Dieu, l'existence de Dieu parvient à démontrer l'existence de Dieu à travers cela. Puisque la méthode est la partie du doute, mais le doute lui permet seulement de se questionner sur ce qu'il a reçu. Par la suite, il ajoute l'analytique, c'est-à-dire l'analyse maintenant toutes ces connaissances-là qu'il a. Peut-être que ce serait un sujet un jour, vos impressions. Ok, je n'ai pas de ravi de cette expérience et je remercie la Coréfine pour cette innovation. Et peut-être j'irai ceci demander mes excuses. Dans mes débuts, je n'ai pas été assez efficace puisque je m'attendais par la question du modérateur concernant cette conception-là. Donc du coup, depuis la première année, le nom de l'auteur m'échappait. Et vous avez visité sur la ligne Anna. Donc, Anne, c'est bon, ça merci. Nous remercions le frère. Avant de conclure, vous le savez, nous sommes des apprentis philosophes. Et Hegel, dans son livre Les principes de la philosophie du droit, notamment au préambule, a dit une phrase très intéressante qui m'a inspiré, il m'a amené à prendre des décisions. La phrase c'est: la houlette des Minerve ne prend son envol qu'à la tombée de la nuit. À peu près pour dire que la philosophie viendrait après l'action. C'est pour cela, étant donné que nous sommes dirigés par les éminents professeurs qui m'écrivent, nous vous promettons, nous avons lancé une opération où nous interviewons un professeur sur un sujet donné et nous vous promettons que ce sujet, la complexité de la vérité, de la morale, aujourd'hui, nous allons solliciter un professeur pour nous donner son point de vue, surtout un professeur du domaine. Donc, je suis par là pour remercier les panélistes et vous invite à les ovationner pour le courage, la disponibilité, l'efficacité. Ok, nous vous remercions. Sans pouvoir tarder, je vais mettre la parole au frère. Tout est bien, il dit bien, une autre fois encore, si on applaudit pour nos frères, Eric, Laurent et le frère Frédéric. Nous sommes parvenus au thème de notre présentation philosophique avec le thème de la complexité de la morale et de la volonté aujourd'hui. Et nous sortons justement plus ou moins satisfaits du début qui a été ouvert par cette nourriture hystérique. Alors, nous allons remercier la présence du doyen au milieu de nous. Nous allons remercier le secrétaire, nous allons remercier l'homme, nous allons remercier le professeur Natacha, enseignante de philosophie et ancienne étudiante de handicap, master de éthique et philo-politique. Merci à vous pour la présence au milieu de nous. Nous remercions chacun de vous présent pour sa présence.